je prends un exemple. Lorsque la communauté économique africaine a organisé le Forum national au Nigeria, vous avez la première fortune africaine, le premier opérateur économique africain Dangote, qui disait que malgré le fait que les marchés en Afrique de l'Ouest soient ouverts, malgré le fait qu'il existe une zone de libre-échange en Afrique de l'Ouest, on se rend compte que lorsqu'un camion de ciment Dangote quitte Lagos ou Abuja pour se rendre à Lomé ou dans une autre capitale, voilà, ou Abidjan, soit il y a sur les corridors des points d'arrêt, ou alors le produit subit un ensemble de traitements. Pourtant, l'entreprise Dangote est détentrice d'un agrément au commerce sous-régional. Et cela pose donc le problème des barrières non tarifaires sur les corridors africains. Et quel est le problème? Le problème, c'est que parfois, sur le terrain, un certain nombre d'administrations jouent parfois de l'influence pour et obèrent la fluidité des marchandises sur les corridors. C'est-à-dire les entreprises ont les agréments, elles respectent les règles, les produits sont en norme, que ce soit le phytosanitaire, que ce soit la charge du véhicule, etc. Mais ces administrations-là empêchent ces produits de circuler. Parfois, c'est de la malinformation, parfois, c'est une pratique africaine que je ne veux pas citer. Mais avec l'aide de la SNUSED, il y a un mécanisme qui a été mis sur pied pour justement empêcher que ces pratiques ne prolifèrent. C'est-à-dire, il y a un portail en ligne et un numéro vert qui fera en sorte que lorsque le produit arrive à un point et où il est empêché de traverser alors qu'il respecte toutes les règles, il peut joindre soit par SMS, soit par appel le portail qui a été ouvert. Et au niveau du secrétariat au Ghana, on pourra réagir à ce problème. Mais également, il y a un système, vous connaissez très bien Sidonia, qui fait en sorte qu'on suive la cargaison et il y aura ce qu'on appelle l'enregistrement unique. C'est-à-dire, si vous partez du port de Douala pour N'Djamena ou alors pour Bangui, si vous êtes enregistré déjà au point douanier du port de Douala, le prochain enregistrement doit être au premier point douanier lorsque vous êtes en territoire centrafricain. Donc c'est un mécanisme qui a été mis sur pied. Maintenant, attendons voir s'il sera effectivement mis en œuvre, effectivement implémenté. C'est une autre solution. Mais je voudrais dire pour ce qui est du Nigeria que le Nigeria a tout intérêt à rejoindre la zone de libre-échange continentale. C'est le pays africain qui a le plus subi la décote du baril de pétrole sur le marché international. Parce que c'est certes la première puissance économique africaine, mais c'est également le pays qui compte le plus sur les matières premières, essentiellement le pétrole. Donc il a intérêt à profiter de la zone de libre-échange continentale pour davantage se diversifier. Et comme l'honorable le disait, il y a déjà des entreprises, des petites et moyennes entreprises locales qui essaient de sortir du lot. Et la crainte du Nigeria, c'était justement d'être envahi pour tuer cette industrie naissante. Donc voilà le problème. Parce qu'à la réalité, à la vérité, la première puissance industrielle du continent, c'est l'Afrique du Sud. Oui. Elle est même liée avec d'autres pays dans le cadre des BRICS. Et elle a dû négocier là-bas pour avoir l'habilité à venir signer la zone de libre-échange continentale. Donc, il faut donc dire que le Nigeria, il y a un encadrement minimum qui pourrait permettre au Nigeria de s'épanouir dans ces zones de libre-échange continentale. Maintenant, je suis d'accord avec l'establishment politique pour dire qu'il faudra veiller au respect des règles d'origine, des normes, des règlements des différents, la fluidité des corridors. Alors, Zachary, on va reprendre Pirfa. Il est toujours en ligne de Lagos au Nigeria. Pirfa, I hope you are listening to us. I want to know you as a member of parliament. I guess the question or the topic of the free trade area has been mainly discussed in your different chambers. So can we have an overview of what are the main fears or the main expectations of parliamentarians there? As a member of parliament, I think this agreement seeks to sort
issues along two fronts. That's politically and privately. That's the political and private sector, sorry. So for African political and private sector leaders, and I think even the intellectual leadership, this move is this move calls for a big duty, and it also puts up a question, I think, and I'm trying to couch it. But yeah, I think around the framework guarantee. I think does this framework guarantee, or does it ensure that this trajectory is irreversible? Those are questions that come to our mind. And does it guarantee also that decent jobs and incomes are equitably guaranteed as a result of this increase in trade and investments? Yeah, because having set the pace amid this world, like I mentioned earlier, Africa now opens itself to investments. Investors are watching keenly. They know that investing in the African continent has the opportunity and has a good rate on return. As such, investments will come in. We have the population. We have the consuming numbers. We have a high our GDP is about 6.7 trillion, but I mean that's Africa's GDP in purchasing power. Businesses and consumer spendings are around 4 trillion, and we have about over 400 companies with revenues of over 1 billion. 60% of the world's arable land and vast strategic minerals are in Africa. So as such, it gives you the opening and then the idea of what to expect. Nigeria, it just tells you that Africa is a land. Africa is an opportunity waiting to be explored. But the point for us is, does this move translate to what is expected? Will it create wealth? Will it create jobs? Will people be able to harness from these opportunities? I think that's the biggest question for us. About people, just to end this interview and to let you do your things, I want to know how do you feel? Do you really feel that Nigerians are aware of the stakes of that continental free trade area? Interestingly, people in the business, political, and intellectual space have been monitoring this activity for a while, and so I think those who understand, those who matter, are aware. But a lot of small and medium business owners don't really have very little knowledge of this. But with time, they would. The issue in this regard, with regards to the stakes, actually saddled around the norms. They are looking at the competition for price. Nigeria has a few challenges centered around power, roads, policies. All of these things affect businesses. When I say power, I mean electricity, not political power. So the challenges are infrastructure basically based, then insecurity, all these things are built into the cost of businesses in Nigeria. So basically the key players are aware of that, and it's an interesting angle to look at the stakes for us, because everywhere Nigerians are going to
compete in an environment with people who have stable electricity, who have better roads, basically people who have better infrastructure. As such, their costs and then their goods and services will be cheaper. So basically, it also puts a burden on government to try and avail all these things if we want to take a large chunk of this arrangement. Yeah, so I think that's about our awareness and the stake that we think is involved in this arrangement. Thank you. Giving us your opinion on that question today on CRTV News, and we hope Nigeria will take all the benefits of that free trade area. Alors, Zachary, il souligne là un aspect plutôt important dans l'articulation de cette zone de libre-échange. Il dit que les Nigérians, la plupart des Nigérians ne comprennent pas encore les enjeux de la zone de libre-échange continentale et l'impact qu'il peut avoir sur leurs problèmes. Genre, il a souligné les problèmes d'électrification, les problèmes de sécurité. Et donc, il peut y avoir là un besoin d'une meilleure information. Oui, dans tous les pays africains d'ailleurs, il y a besoin d'optimiser la communication autour de la zone de libre-échange continentale, mais également d'optimiser la communication sur le processus d'intégration régionale entier. Parce que généralement, on communique sur les sommets, on communique sur les documents stratégiques, mais on ne communique pas suffisamment sur les effets. La zone de libre-échange continentale, c'est des effets statiques et des effets dynamiques. Et il faut pouvoir le dire à toutes les populations. Il fait raison de parler d'électrification. Il y a encore quelques mois, au Nigeria, quelques années, pour être juste, il y avait un sérieux problème d'électrification au point où le Nigeria est devenu l'un des plus gros importateurs de générateurs. Et dans certains marchés à Lagos, au kilomètre à la ronde, sur 50 boutiques, vous pouvez trouver 30, 40, 50 générateurs. Et ça pose un problème en termes de pollution, puisqu'on est à l'ère du développement durable. Mais pour accroître les capacités énergétiques, condition sine qua non à l'industrialisation, il faut simplement que les États, encore une fois, se mettent ensemble. Vous avez un instrument comme le bassin du Congo, qui est en capacité d'électrifier 50% du continent africain, mais qui va avoir la capacité d'aller puiser là l'énergie qui s'y trouve. Mais le Nigeria est sur le point de construire, avec justement l'aide du PIDA, le programme d'infrastructure de l'Union africaine, avec l'aide du PIDA, le Nigeria est en train de terminer certains barrages. C'est vrai que la situation sécuritaire ne permet pas d'aller ou alors de livrer ces infrastructures à date, mais c'est déjà des évolutions qu'il faut remarquer. Et il a souligné ces problèmes de sécurité qui pourraient justement impacter la libre circulation au sein même de l'État nigérian. Alors, docteur Gekeng, dites-nous un peu, est-ce que, pardon, dites-nous, quelle peut être l'implication, alors je parle concrètement pour ceux qui nous regardent, quand on leur dit zone de libre-échange continentale, ils doivent s'attendre à voir quoi changer dans leur environnement. Merci pour cette question que vous me posez, Gladys. Alors, la zone de libre-échange, on pourra avoir des effets à plusieurs niveaux. Au niveau des entreprises, au niveau des populations. Et je précise déjà des effets au niveau des entreprises, notamment des entreprises camerounaises. Parce que, comme on le précisait tantôt, libre-échange signifie élargissement du marché. Oui. Alors les entreprises camerounaises, même les PME, pourront intégrer les chaînes de valeur régionales. Même si nous savons, les entreprises camerounaises ne sont pas encore assez structurées pour fabriquer un produit depuis la conception jusqu'à la distribution, mais elles peuvent intervenir à certaines étapes. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, il y a certaines économies qui sont assez évoluées du point de vue de l'industrialisation. On peut prendre des pays tels que l'Afrique du Sud, qui fabriquent déjà des véhicules, le Maroc. Alors,
les PME camerounaises peuvent s'intégrer dans le processus de construction de ces véhicules. Nous avons le caoutchouc. Après production, on assure des premières transformations qu'on livre à ces pays. Le caoutchouc, c'est dans les pneus. Ce sont là autant de marchés qu'on peut réellement développer que les PME camerounaises pourront exploiter. Et avec la facilité de circulation des biens, alors on pourra intégrer ces chaînes de valeur en amont et livrer ces premières fabrications pour que le processus de production continue dans ces pays où l'industrialisation est beaucoup plus avancée. Ça, c'est pour un temps, pour permettre l'économie camerounaise de connaître des évolutions en vue également d'observer les remontées en gamme. Voilà des avancées pour l'économie camerounaise. Mais également, on peut observer des avancées au niveau des citoyens. Parce que quand je parlais tantôt des PME, ça veut dire quoi? Ces PME auront besoin de la main-d'œuvre. Oui, on voit l'effet positif au niveau de l'emploi. On voit l'effet positif au niveau de l'emploi. Même également, l'État trouvera son compte. Malgré les baisses des recettes douanières, l'État pourra trouver son compte avec les impôts. Oui, compenser avec les impôts dus à la création de cette PME et l'intensification de leurs activités. Donc, on voit les effets bénéfiques à ces différents niveaux. Okay. Alors, on va approfondir ces effets-là sur la population en particulier, juste après ce reportage de Robert Collins Mbiama sur l'état de l'intégration dans la sous-région. Trouver un équilibre entre les sous-régions, c'est assurément l'un des défis les plus importants de l'application de la zone de libre-échange continentale. En effet, l'Afrique est segmentée en 14 zones régionales différentes. Des zones qui représentent presque autant de législation commerciale. 8 communautés économiques sont comprises dans l'Union africaine. Des piliers du secteur créés en 1991 par le traité d'Abuja à l'effet de fournir un socle au continent pour son intégration économique. Parmi ces communautés, on peut citer la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, et la communauté de développement de l'Afrique australe, ou encore l'UEMA, l'Union du Maghreb arabe. L'harmonisation de ces communautés est donc un impératif dans l'atteinte de l'objectif de 60% de commerce inter-Afrique à atteindre d'ici à 2020. Les États devront à cet effet s'étendre sur les modalités de libre circulation des marchandises, des biens et des personnes. Cela passe par l'équilibre entre l'ouverture et la préservation de leurs frontières. La question du financement et de la surveillance de la provenance des produits supposés être fabriqués en Afrique est également un des défis que devra relever l'ensemble des États et des sous-régions africaines. Et le Cameroun qui est confronté au défi de s'industrialiser, mais d'abord de proposer une plus grande palette de produits à faire circuler pour conquérir les marchés du continent. Zachary, dites-nous, quelles sont les niches ou alors quelles sont les différentes denrées que le Cameroun, sur lesquelles le Cameroun peut compter pour imposer son drapeau sur le marché de la ZLEC? Bon, déjà, le premier secteur, c'est le secteur agro-industriel. C'est le secteur agro-industriel. Vous savez, les pays africains ont quelque chose en commun, c'est qu'ils partagent de manière, globalement, les mêmes habitudes de consommation. Oui. Donc, que ce soit le couscous à base de manioc, ici et là, c'est tellement répandu. Donc, la première denrée, c'est les produits agroalimentaires. Et sur ce point de vue-là, lorsqu'on parcourt un peu les marchés du continent, on se rend compte qu'il y a une forte importation de riz. Et donc, avec une grosse capacité de production de riz, respectant les normes de la zone de libre-échange continentale qui ne sont pas aussi contraignantes que celles de certains marchés avec qui nous avons, avec qui nous sommes liés sur certains accords, on peut penser que le riz est une denrée alimentaire qui peut très bien circuler sur le marché, mais il faut avoir la capacité de production. On peut également compter sur des produits laitiers qui sont également très prisés sur le marché africain. On peut également compter sur les produits de l'élevage. Parce que rendez-vous compte, bien qu'en Afrique centrale, le Tchad ait une production énorme pour ce qui est du bovin,
beaucoup de pays en Afrique centrale importent de la viande de bœuf, d'Argentine, du Brésil. Or, c'est une curiosité, c'est une contradiction phénoménale que vous ne verrez sur aucun continent dans le monde. Donc, voilà des produits qui peuvent faire l'objet de libre circulation et vers lesquels les opérateurs économiques pourraient très bien se pencher. Mais également, il y a des produits de la nutrition des enfants de premier âge qui sont également très prisés sur le marché africain. Lorsque vous allez dans un pays comme le Maroc, c'est un marché qui est accaparé par l'Union européenne et par la France en particulier. Donc ce sont des produits qui, si les opérateurs économiques saisissent très bien leur chance, qui peuvent être très bien prisés sur les différents marchés. Et comme je le disais, le Cameroun a 10 principales destinations qui sont hors du continent africain. Vous savez, par exemple, avec notre voisin nigérian, nous discutons parfois des produits tels que ce qu'on appelle chez nous au coq, héros ici et coq en Centrafrique. Un produit forestier non ligneux. Exactement, produits forestiers non ligneux, très prisés également. Donc, et lorsque vous parcourez un peu les foires, vous vous rendez compte que la gamme de production du Cameroun est assez volumineuse. Maintenant, c'est généralement dans le cadre des exploitations familiales agricoles. Ce qui parfois, dans le procédé de transformation, ne respecte pas un certain nombre de normes. Non, oui. Il faut donc aider ces exploitations familiales à davantage intégrer la chaîne de valeur, comme le disait mon précédent orateur, parce que c'est là que se trouvent les effets, qu'ils soient statiques ou qu'ils soient dynamiques pour le Cameroun. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a déjà 22 entreprises qui ont l'agrément pour bénéficier de tarifs préférentiels généralisés. C'est dans les 300-400 produits qui peuvent circuler. Donc au niveau de l'Afrique centrale, lorsqu'on a détecté les marchés, ces produits peuvent justement bénéficier de cette opportunité. Mais comme nous l'avons souligné lors du Forum national sur la ZLEC, il faut mobiliser de manière optimale l'infrastructure diplomatique et l'infrastructure du secteur privé pour que, mis ensemble, il y a davantage la promotion du Made in Cameroun et de la destination Cameroun pour que justement ces produits soient facilement acceptés. Parce que vous savez, on consomme d'abord ce qu'on voit. Et puis on adhère aux produits en fonction de la communication qu'on a derrière. Voilà pourquoi certains produits sont plus consommés, pas parce qu'ils sont mieux en termes du point de vue nutritionnel, mais parce que la communication, lorsqu'elle vous embarque, et vous fait consommer parce que vous avez vu. Donc, ce sont des éléments qu'il faudra prendre en compte dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale. Plusieurs aspects à intégrer pour réellement conquérir le marché africain. Bernard Ngekeng, alors dites-nous un peu, est-ce que le Cameroun a réellement les armes en termes, quand on regarde le tissu productif qui est plutôt, on va dire quoi, embryonnaire, est-ce qu'on a réellement les armes pour affronter, parce que l'un des aspects est d'exporter, mais l'autre est aussi qu'on importera, que tout le monde aura le droit de s'établir au Cameroun et de vendre ce qu'il veut. Est-ce qu'on a réellement les armes pour faire face à cette concurrence atroce qui arrive? Oui, merci pour cette question. Je pense que le Cameroun a les armes et également l'État est en train de s'investir pour que cela soit effectif. Déjà, nous savons que depuis quelques années, l'État s'est investi dans l'amélioration du climat des affaires parce que pour que ces entreprises soient épanouies, pour que nos entreprises locales soient épanouies, il faut une amélioration du climat des affaires. Et qui dit amélioration du climat des affaires va depuis les conditions de création des entreprises qui sont déjà assez facilitées au Cameroun. C'est qu'en 2 jours aujourd'hui, on peut avoir son entreprise au niveau du bureau unique. On a ces facilités-là dans la création, mais aussi il y a un certain nombre d'organes qui ont été créés par l'État pour soutenir, pour renforcer la capacité, parce que les entreprises locales en ont besoin, renforcer les capacités des managers, des promoteurs de ces PME. Et aussi au niveau du financement. Je crois qu'il y a toute une banque des PME qui existe chez nous et cette banque pourra soutenir l'activité des PME et surtout les rendre compétitives face à la concurrence étrangère qui se présente. Mais quand même, au-delà de ces mesures qui sont prises, on voit déjà les avancées. Et ces avancées, je parlerai
de la toute dernière entreprise qui a été présentée, l'usine de transformation du cacao à Melon qui a été mise sur pied. Voilà des avancées. Donc cette usine-là arrive au moment où cet accord a été ratifié, donc le marché s'élargit. C'est une bonne coïncidence. Une bonne coïncidence. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat, on peut s'attendre à un accroissement du nombre d'entrepreneurs. D'ailleurs, je voyais hier un rapport qui disait que le Cameroun avait le deuxième plus grand nombre de travailleurs indépendants. Voilà. Donc, si vous nous regardez et que vous êtes tenté par l'entrepreneuriat, c'est le moment. La zone de libre-échange constitue l'une des opportunités pour réellement s'étendre et gagner des dividendes dans cette nouvelle configuration africaine. Alors, est-ce qu'on connaît la suite? Maintenant que c'est opérationnel, c'est quoi la prochaine étape, Zachary? Alors, la prochaine étape, c'est que les camions de biens ou alors les opérateurs économiques du secteur des services auront les portes ouvertes dès le 1er juin 2020. D'accord. Donc, c'est dès le 1er juin 2020 qu'elles commencent de manière effective, où les camions pourront circuler, etc. Mais également, entre-temps, il y a une deuxième phase de négociation qui va s'ouvrir, qui concerne maintenant le secteur des investissements, parce qu'il faut que, comme territoire unique, il y a une seule norme en matière d'investissement, de propriété intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon, notamment. Et voilà donc des domaines qui vont s'ouvrir à la négociation dans les prochaines années. Et les pays, avec leurs experts négociateurs, vont tout de suite se remettre à l'œuvre. Donc voilà quelques premiers on va dire coup de baguette du lendemain. Mais également pour ce qui est des compensations. Il y a la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, qui a mis sur pied une facilité pour ce qui est compensation. Lorsque vous avez trop perdu en ce qui concerne la dématérialisation fiscalo-douanière, il y a un processus de compensation. Ok. Donc, Bernard, un mot pour la fin, on est à moins de 2 minutes. Juste pour vous remercier de m'avoir convié une fois de plus à ce débat et je remercie également les téléspectateurs qui nous ont suivis. On parlait tout à l'heure justement juste en 30 secondes des enjeux en termes de propriété intellectuelle, comme Zachary l'a souligné. On annonce pour les prochains mois la signature de textes pour harmoniser les termes de propriété intellectuelle. Oui, je pense qu'il le faut parce que nous savons qu'en Afrique, de manière générale et au Cameroun en particulier, nous avons des substances grises qui sont prêtes à mettre sur pied des produits, des procédés de production, des machines. Mais il faut cela pour garantir, n'est-ce pas, pour assurer leur propriété. Et c'est également un élément motivateur des efforts des différents acteurs dans le processus de production. Merci Dr Gekem, merci à vous Zachary Mbarga d'avoir été sur CRTV News pour cette édition spéciale consacrée à la zone de libre-échange continentale d'Afrique. On a vu les implications de cette zone-là sur votre quotidien, mais plus globalement sur les économies d'Afrique et celles du Cameroun. Merci à vous de rester sur CRTV News, l'information continue.